Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, nous allons faire une belle balade, bien évidemment, dans la vie mahoraise, mais nous allons aussi faire une belle balade dans la vie de notre invité. Notre invité qui n'est autre aujourd'hui, tout simplement que Aladi Oulam. Il est né le 8 novembre 1977, il est né à Mamoudzou. Et avec lui, on va très certainement parler de l'association Chimée, de tout plein de choses qu'il fait. Oulam, bonjour. Bonjour Dominique. Oulam, comment vas-tu? On se tutoie? Très bien, oui. Allez, sûr, on se tutoie. Oulam, né le 8 novembre 1977, c'est bien ça? Ah, tout à fait. À Mamoudzou? Oui. Que faisait papa, que faisait maman dans la vie? Est-ce que c'était une grande famille, que la famille Aladi? C'était une grande famille, comme c'était le cas à cette époque, en général. Bien sûr. Bien sûr, puisque on est quand même une fratrie de 7. Ouais. Et puis ma mère était femme au foyer cultivatrice. Comme beaucoup à l'époque. Et mon père avait la chance de travailler dans l'administration, comptable dans l'administration de l'État. Parce qu'à l'époque, c'était une chance d'avoir un travail. Oui, bien sûr, parce que c'était un revenu quand même assuré. La culture vivrière était quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui, soumis aux aléas de la météo et du temps, et de la force que nous avons, donc de la santé. Donc quelqu'un qui avait un emploi, c'était une garantie un petit peu. C'était une assurance de revenus et d'une certaine qualité de vie, malgré tout. Alors, Oulam, tu es né donc à Mamoudzou, mais parce que Mamoudzou, c'est ta ville? Ah oui, bien sûr, Mamoudzou, c'est ma ville. En réalité, j'ai deux villes. Je suis de Hanrema, au nord dans la commune de Banraboua, parce que ma famille provient de ce village, mais je suis né ici et j'y ai passé beaucoup de temps, dont l'enfance aussi. J'y ai pris mes habitudes et j'y habite encore aujourd'hui. Donc Mamoudzou, c'est aussi ma ville, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le petit Oulam dans les années 77, quand il était tout petit garçon et qui traînait en cabois? Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées? La pêche, un petit peu comme tous les enfants de Mayotte? En 1977 précisément, je ne m'en souviens pas. Non, je suis né à la fin de l'année. Mes premières activités, c'était des activités de plein air, bien sûr. Où on apprenait la vie tous les jours, la nature. Oui, la nature. La plage aussi, et la baignade, et la mangrove aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir dans la mangrove. Et puis la pêche, effectivement, petite pêche, mais très distrayante et instructive. Donc très proche de la nature, proche de la vie, de tout ça, donc. Oui, bien sûr. C'était important. À l'époque, il n'y avait de toute façon pas beaucoup d'alternatives. La création, l'inspiration, l'apprentissage, la découverte de la vie se faisait de cette façon, en contact avec la nature et avec les adultes. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous aviez la chance de ne pas être pollué par tous ces jouets en plastique qui cassent l'imaginaire peut-être, et vous aviez une vie naturelle d'enfant qui, à mon avis, était très heureux de vivre comme ça, je pense. Oui, qui casse l'imaginaire, peut-être pas vraiment, mais qui surtout nous ôte un peu de créativité, parce que lorsque, bien sûr, on a des éléments dans la nature et qu'on veut jouer, on les transforme pour créer. Mais quand c'est donné d'emblée, bien sûr, on peut avoir de l'imagination dans l'usage, mais la création pour fabriquer son propre jouet n'est plus là. Alors, il faut bien un temps où que les petits jeux entre enfants s'arrêtent. On commence l'école, on la commence à Mamoudzou. À quel âge? À Kaweni, parce que j'ai eu un passage d'une année à Kaweni. À 5 ans. 5 ans, donc ça commençait à se rapprocher de l'âge normal. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui démarraient à 6 ans, voire 7 ans, voire 13 ans. Là, bon, je dis à 5 ans, mais c'était une sorte de préscolarisation, parce que mon frère allait à l'école. Donc l'enseignant a accepté que j'y aille avant l'âge pour aller avec les autres et commencer progressivement les apprentissages
avant la vraie scolarisation. Oh, c'est génial. Oui, voilà. Une vraie petite adaptation avant, avant le démarrage. Bah, c'est bien. Donc, on avance. Et le petit Oulam, il est bon en quoi? En lettres, il est bon en sport, en maths. À l'école, ouais. Déjà, il était bon hors l'école. Il était bon déjà pour vagabonder et aller vaquer à ses occupations en pleine nature, dont la pêche d'ailleurs. Ouais. C'était la meilleure des activités. J'imagine. À l'école, sportif, sûrement pas. Dans le premier degré, en réalité, je ne sais pas en quoi j'étais bon. Je me souviens, c'est des choses qui dans arrivent. Le premier degré. Dans le second degré, je me rappelle un peu... bon, alors on avance, arrivons au second degré. Donc, oui. Voilà, on commence à sentir un petit peu vers quoi on va aller. Il y avait ceux qui me plaisaient et là où j'arrivais à m'en sortir. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil. D'accord, définis alors. Qu'est-ce qui plaisait, Déjà, j'avais le goût des études, effectivement. Ça, c'est... oui, le goût des études, de la lecture, de la découverte. Donc on allait à l'école avec envie. Oui, bien sûr. C'est important. C'est important. Avec envie, poussé par les parents qui avaient pleinement conscience de l'importance de l'école et qui nous suivaient à leur niveau, même s'ils ne pouvaient pas effectivement entrer dans les contenus. Mais le cadre était bien posé et il y avait des garde-fous, des contrôles, etc. etc. Ouais. Voilà. J'imagine que parallèlement à tout ça, il y avait Chonet. Oui. D'ailleurs, j'avais école coranique pas loin du studio ici. Ouais. Ah d'accord. Mais bon, comme ça se passait souvent à l'époque, j'ai fréquenté plusieurs écoles coraniques. Une école au village, au centre de Mamoudzou, rue du Commerce. Et puis une école, effectivement, vers la convalescence. Ouais. Alors donc on avance, on est au collège, ensuite il y a le lycée. Le petit Oulam commence à se préciser ou pas? Plus ou moins. Je pense qu'à l'époque, ce qui était problématique, c'est que même lorsqu'on commence à préciser les choses dans sa tête, à construire quelque chose concernant les études, les métiers, l'insertion, mais ce n'est pas pour autant que ça aboutissait, soit parce qu'on n'avait pas les moyens ou les capacités de les réaliser, soit parce que autour le système éducatif d'orientation lui-même n'était pas en capacité de suivre, ou bien il y avait aussi une insuffisance de la diversité des formations et des formations professionnelles ou qualifiantes disponibles ici. Donc pour un certain nombre de filières de formation, il fallait sortir. Et ce n'était pas toujours possible. Donc oui, les démarches que personnellement, depuis les collèges, j'ai entreprises m'ont amené à préciser les choses, mais c'était compliqué de faire suivre ces idées-là au niveau de l'orientation et de la poursuite d'études. Et ouais. Donc, tu t'orientes vers quoi alors à ce moment-là ? Déjà au lycée, j'ai fait un baccalauréat scientifique et ensuite, après le baccalauréat scientifique, de moi-même, j'ai décidé d'aller vers les sciences humaines parce que c'est là où je me sentais à l'aise. Et je me suis orienté en psychologie à Toulouse. Et voilà. Donc là, c'est le départ ? Oui, bien sûr. Et donc le grand départ vers Toulouse, tu étais quelqu'un qui voyageait beaucoup avant ou ça a été le premier départ comme beaucoup de Mahorais ? Les seuls voyages que j'avais fait à l'époque, c'était entre Andréma et Mamoudzou. Et je pense que j'avais fait quelques voyages aussi entre Mamoudzou et la Petite Terre, aller-retour. Voilà, donc l'horizon n'était pas très loin. Est-ce que c'était un choc de quitter Mayotte, de quitter sa famille à l'époque ? Ça devait pas être évident pour un jeune. Ce n'était pas un choc, mais c'était bien sûr un grand dépaysement. Il y avait la curiosité, l'envie d'aller plus loin, de découvrir. Et puis, bien sûr, il y avait des éléments dont on avait déjà connaissance ici, parce que c'est quand même quelque chose qui a été préparé psychologiquement et au niveau de la prise d'information et du renseignement, et par rapport aussi à des gens
notamment de la sur famille place. qui se trouvait sur place. Voilà. Oui, bien sûr. Donc pas un gros traumatisme, simplement une découverte, et puis on continue l'apprentissage. Oui, bien sûr, c'est plutôt dans ce sens avec C'est une tous expérience. Oui, c'est une expérience extrêmement enrichissante, nécessaire et qui a donné ses fruits, je pense. À ce moment-là, est-ce que toi tu en as vu de tes collègues qui le vivaient mal, ce passage, ce transfert vers la métropole, cette solitude, ce froid des fois qui font que des jeunes tombent? Oui, j'en avais vu avant que je parte, au moment où je suis parti, après mes études, il y en a toujours eu. Des gens soit qui ne supportent pas l'environnement l'environnement social, l'environnement administratif, le temps, effectivement, l'isolement, les difficultés quelquefois financières aussi et affectives. Et puis je passe les tentations, parce qu'il y a aussi les tentations. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup et c'est vrai que là quand même on s'écarte d'un cadre quand même qui était très protecteur avec beaucoup d'œil beaucoup d'yeux qui veillaient sur nous. Là-bas effectivement c'est l'isolation et on ne pouvait compter que sur nous-mêmes et sur les valeurs qu'on nous avait inculquées. À côté de ça, il y a aussi d'immenses découvertes. Je pense que quelqu'un comme toi, quand il a vu une bibliothèque là-bas, c'est quelqu'un qui a dû dire « Mon Dieu, je savais même pas que ça existait ». Pas tout à fait, parce que ici dans les collèges et les lycées, on avait déjà la chance d'avoir des CDI. Et puis surtout, à l'époque, j'avais la chance d'avoir des frères et sœurs qui étaient enseignants. Et avec leur carte d'enseignant, j'avais la possibilité d'aller au CDP. D'accord. Au CDP qui était au vice-rectorat à l'époque. Et là, j'avais quand même découvert une documentation assez foisonnante, spécialisée, qui m'a permis aussi progressivement de me sensibiliser sur les domaines qui m'intéressaient un peu plus tard. Donc, par rapport à la bibliothèque, c'est vrai que ce n'était pas les mêmes dimensions. Mais le principe de bibliothèque, d'organisation, le foisonnement de la documentation, c'est quelque chose plutôt que j'ai découvert ici avec le CDP. Les études continuent là-bas, donc après le bac, tu vas jusqu'où ? Je vais jusqu'où ? Je fais un cursus complet en psychologie. Avec, donc là-bas, à l'époque, il y avait encore un DUG, licence maîtrise, et puis DESS avec une spécialisation en ergonomie et en psychologie cognitive, plus un DEA. Donc maintenant tout ça c'est des masters. Et ensuite donc au bout de 6 années de psychologie, je m'arrête là. Donc là on s'arrête là et on décide de rentrer ou on reste sur place ? Non, on avait décidé de partir parce que on avait fini. C'était l'objectif. Je vais là-bas, je fais mon diplôme et je reviens. Oui, c'était l'essentiel de ce qui nous a amené là-bas. On aurait pu rester un peu pour acquérir de l'expérience si d'emblée on avait des possibilités d'insertion. Ce n'était pas le cas tout de suite, donc oui. En tout cas, moi, j'ai pris quelques mois pour me préparer et je suis rentré. Et retour donc à Mayotte, c'est des choix, oui, c'est des choix. Donc retour à Mayotte avec le diplôme en poche, comme bien sûr, on est toujours content de voir revenir un jeune diplômé à Mayotte. Comment ça se passe le retour ? Le retour c'est très bien passé, l'accueil de la famille, parce qu'entre-temps, vers la fin de mes études, j'en ai profité aussi pour me marier. Donc l'accueil de la famille, la belle famille, c'est vraiment très 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 bien passé. Les familles nous ont installés, on n'a pas eu de difficultés à ce niveau et puis c'est de cette façon qu'on a été tranquille tout de suite pour nous lancer sur les procédures d'insertion et de recherche d'emploi. Et dans ton secteur qui est quand même assez pointu quand même, on trouve facilement du travail qui corresponde à ce qu'on a. Surtout à l'époque. À l'époque, je m'étais renseigné un peu avant de partir, pas vraiment.
Pas vraiment, puisque au niveau de ma spécialisation universitaire, j'étais plutôt sur de la conception et de l'évaluation d'outils nouvelles technologies, des interfaces homme-machine. Et j'avais travaillé là en particulier chez Siemens pendant 2 années et en laboratoire. Donc, dans ce sens, non. Mais en même temps, j'avais aussi d'autres perspectives, c'est-à-dire profiter de ce parcours en psychologie des processus cognitifs pour voir comment aussi à mon niveau je peux contribuer à avancer sur la question des difficultés d'apprentissage des élèves scolarisés à Mayotte. Donc j'avais aussi en tête à l'époque de mener aussi d'autres études de terrain dans ce sens-là et éventuellement de rechercher aussi une solution d'insertion plutôt côté éducatif et sur la question des apprentissages scolaires. Voilà. La famille a dû être contente de voir revenir son fils. Les années passent. On trouve donc du travail. On le trouve où, le premier travail? Le premier travail, j'avais eu la chance à l'époque, avant de partir, d'être en contact avec le vice-recteur. Ouais. Et le vice-recteur m'avait demandé de passer le voir. Coutureau. Coutureau, oui. Déjà à l'époque. Oui, Coutureau. Je lui avais écrit, il m'avait demandé de passer le voir. Donc je suis effectivement passé le voir. Il m'avait suggéré d'être conseiller principal d'éducation, ce qui tombait bien parce que j'avais prévu aussi de faire des enquêtes de terrain sur la population collège, 6e, sur des questions notamment de lecture et de compréhension de texte. Donc il m'a fait cette proposition et effectivement je suis devenu CPE dès mon arrivée ici pour une saison complète scolaire. Et ouais. On sait, on va le dire, on s'est connu récemment, en tout cas on s'est mieux connu récemment grâce à l'association Chimay. L'association Chimay, on le sait, à Mayotte s'occupe de la langue mahoraise. À quel moment vient cet intérêt pour la langue mahoraise ? J'ai toujours eu cet intérêt et parce que ma problématique par rapport à ces questions, déjà mon premier intérêt, ce sont réellement les apprentissages. L'éducation sur le côté de apprendre, mais apprendre avec une finalité bien sûr, une finalité sociale, une finalité professionnelle. Donc sur cette question des apprentissages, lorsqu'on observe un peu ce qui se passe ici, c'est la question du niveau de vie et de la précarité. D'abord, puisque on connaît bien les études qui ont été réalisées dans les années 70, notamment par les sociologues de l'éducation et les sociologues de l'héritage. On connaît bien les corrélations qu'il y a entre ces aspects socio-économiques et la question des difficultés d'apprentissage et d'insertion. Il y a cet aspect-là qui est fondamental, mais il y a également la question des processus cognitifs. Et à partir du moment où, en apprenant, on passe par du document, on passe par du texte pour acquérir le savoir, pour mémoriser et comprendre, là, nécessairement, le deuxième aspect qui a suscité mon intérêt, c'est la question, bien sûr, de la langue. Comment est-ce que dans les processus cognitifs, on va se projeter sur un document? Comment est-ce qu'on va raisonner avec les acquis qu'on a ou qu'on n'a pas pour comprendre et pour extraire du savoir dans un cadre scolaire? Donc, dès le départ, c'était une question fondamentale. D'ailleurs, à l'université, j'ai fait un certain nombre d'études, d'expérimentations qui portaient sur la question de la langue, en particulier sur la question de la compréhension, de la lecture, de la recherche d'informations dans des textes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les activités littéraciques. Donc, d'emblée, la question du développement des compétences littéraciques m'intéressait. Donc, quand je suis arrivé ici, c'était tout à fait naturel que j'approfondisse cet aspect-là. Et à Mayotte ici, l'organisation, l'association, l'institution qui s'occupe sérieusement
de ces questions-là, c'est tout de même l'association Chimay. Ouais, depuis de longues années. Donc, en retour, pas trop mal, on trouve du travail, Oui. on s'est installé, on a repris la vie mahoraise, on a même une passion qui est la langue mahoraise, les langues mahoraises même. Bien sûr. Hein, puisqu'on Bien on sûr. n'oublie pas qu'il y a toujours le kibushi, qu'il y a Mhm. le shimaoré bien sûr. Donc une petite vie tranquille. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que malgré tout, en partant, en rentrant et en arrivant ici, j'avais quand même des préoccupations qui n'étaient pas uniquement de l'ordre de la métaphysique, mais qui étaient de l'ordre du social, c'est-à-dire toutes ces difficultés d'apprentissage, etc. Et ça, c'est une vraie préoccupation. On sait ce que ça cache derrière au niveau social, mais en soi, c'est une vraie préoccupation puisque quelqu'un qui est déscolarisé aujourd'hui, à un niveau un peu trop bas, ça a des conséquences sur sa vie et ça a des conséquences aussi sur ses enfants. Donc, une reproduction d'une position sociale pendant des générations et des générations. Et ça, c'est une vraie préoccupation parce que nécessairement, je me projetais dans le futur. Donc, ma préoccupation, c'était quand même, à mon niveau, d'avoir une voie de contribution pour avancer à réfléchir sur ces questions et voir dans quelle mesure on peut aussi trouver des solutions parce que le travail que je faisais aussi au niveau universitaire, c'était ça, c'est qu'on étudie en observant l'activité et les tâches, mais c'est dans l'objectif, bien sûr, de faire des préconisations pour avoir des solutions d'amélioration. Donc c'était dans ce sens, la tranquillité, bon, j'étais posé, mais tout de même, les questions sociétales, les questions éducatives me préoccupaient. Mais bien sûr, j'imagine. Et puis c'est vrai que c'est un véritable problème à Mayotte. On va continuer à découvrir notre invité, bien sûr, Aladi Oulam, ce soir dans ce Studio 101. On va continuer à le découvrir et à redécouvrir Mayotte. Et bien, juste après un petit détour du côté de la pub, on se retrouve tout de suite. Salut, c'est l'homme. Retrouvez-moi tous les jours sur KTV dans le 18-19. On passera ensemble une bonne heure dans la bonne humeur avec nos rubriqueurs et toutes nos images. Allez, on se retrouve très vite sur KTV. Wow, super. Attention. Ne décale mon pute.
Merci de votre fidélité à ce Studio 101. On vous rappelle que ce soir, encore une fois, on se balade à Mayotte, bien évidemment, mais on se balade aussi dans la vie de Aladi Oulam. On rappelle qu'il est né en 77 à Mamoudzou. On va parler un peu plus à partir de maintenant de ces problèmes de langue, de ces problèmes de compréhension, de ces problèmes que nos jeunes rencontrent. Est-ce que la langue mahoraise pourrait casser un petit peu ce choc qu'il y a au moment du début de l'apprentissage ? Évidemment. Je voudrais dire, avant de répondre de façon précise sur la question, que l'éducation, c'est une technologie. Ouais. Et en matière de technologie, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que lorsqu'on veut exporter une technologie, il y a tout un processus qu'on appelle transfert de technologie. Tout à fait. Le transfert de technologie, c'est simplement adapter le système socio-technique de production au lieu où on va l'implanter. Ouais. Alors, lorsqu'on a implanté le système éducatif français à Mayotte, bien sûr, Mayotte est française, donc c'est le système éducatif français, mais bien sûr, ça ne nous empêche pas de réfléchir à la meilleure façon d'implanter ce dispositif nouveau, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait un système éducatif local. Donc, c'est pour simplement dire qu'il y a eu quelques ratés dans la façon de mettre en place l'éducation à Mayotte dès le départ. Et ça peut se comprendre, bien sûr, qu'à l'époque, il n'y ait pas une connaissance suffisante de cette procédure, de cette façon de faire. Mais tout de même, avec le temps, c'est quelque chose que nous aurions dû corriger, bien sûr. D'autant plus qu'il y a beaucoup de recherches, en fait. C'est ça qui est étonnant pour nous. Il y a beaucoup de recherches, de gens qui ont réfléchi, des gens qui ont fait. Il y a beaucoup de lois aussi qui sont tout à fait au fait de cette connaissance et qui disent les choses, des recherches en didactique de l'écrit, sur le plurilinguisme, sur l'éducation bilingue, sur les compétences littéraciques ou bilittéraciques. Un corpus énorme qui établit exactement la connaissance qu'il faut exploiter pour faire de l'éducation ici ou ailleurs. Et la France, on a cette chance, c'est qu'on a un outre-mer diversifié, avec à chaque fois des langues différentes. Même en France, on a des langues différentes, puisqu'on a des langues maternelles locales qui sont... Bien sûr. Je voudrais quand même répondre à la question que tu as posée. Casser ces difficultés. Donc, puisqu'il y a eu cette difficulté de l'implantation du système éducatif, mais qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, on sait comment il faut faire, il faut corriger les choses. Corriger de quelle façon ? C'est-à-dire que nous sommes obligés, en tant qu'enseignants, en tant que système éducatif, de savoir, de connaître l'apprenant. L'apprenant est au cœur du dispositif. Donc le connaître, c'est bien sûr la langue qu'il parle, sa culture, sa façon de raisonner, son environnement social. Nous devons récupérer ce qu'il est pour le réintroduire et le réinvestir dans la façon de lui inculquer du savoir. C'est ça qu'on a raté. Et en plus, ce n'est pas uniquement l'élève. Il y a l'élève, mais il y a la famille. La famille, quelle est la seule façon réellement de récupérer la famille et d'arrêter de dire définitivement que les parents sont démissionnaires ou qu'ils ne sont pas impliqués. En réalité, ils sont impliqués et ils ne sont pas démissionnaires. Seulement, ils sont exclus. Ils sont exclus par le fait que leur identité, leurs valeurs, leur langue et leurs pratiques éducatives familiales sont méconnues, écartées, dévaluées. Et d'ailleurs, des fois, il y a des pratiques et des discours qui sont tout à fait contradictoires entre ce qui est transmis à l'école et ce qui est transmis dans les familles de façon traditionnelle, dans les familles ou bien dans les extensions de la famille que sont les écoles coraniques par exemple ou les madras qui ne sont pas des instances uniquement religieuses. Bien sûr, ça on l'a compris depuis longtemps. Et ouais. En tout cas, sans trop appuyer sur le trait, c'est un peu ce qu'on disait quand on disait nos ancêtres les Gaulois.
Oui. C'est un peu particulier de venir apprendre ça à un petit enfant à Mayotte, alors qu'on le sait très bien, il n'a jamais eu d'ancêtre gaulois. Oui, bien sûr. C'est un petit peu tout ça qu'on a pointé du doigt à ce moment-là. Est-ce que depuis, il y a eu du chemin de fait ? Est-ce que les manuels scolaires se sont adaptés, que ce soit ici ou que ce soit en Martinique ou à La Réunion, à ces populations locales ? Il y a un travail qui se fait et lorsqu'on est dans des congrès, dans des séminaires, dans des colloques, on le voit. Il y a eu beaucoup d'expérimentations au niveau éducatif, par exemple, pour l'introduction des langues régionales à l'école. Toutes ont été très positives sur les apprentissages, sur le sentiment de sécurité aussi des enfants et des parents. Ils sont rassurés. Oui, c'est donc une évidence. ce travail il se fait et il y a des chercheurs bien sûr dans les territoires aussi d'outre-mer qui s'investissent sur ces questions-là ou même au niveau national aussi. Seulement ici c'est très particulier et je pense dans la réflexion c'est cette particularité aussi qu'il faut penser parce que si nous avons tant de particularités, les moyens aussi dont nous devons disposer pour faire face aux difficultés doivent être particulières, au moins dans leur dimensionnement. Mais la difficulté, c'est qu'on observe tout à fait le contraire. Il y a des dispositifs de droit commun qui existent au niveau éducatif, au niveau associatif, au niveau des politiques éducatives locales et qui n'existent pas ici alors qu'on rencontre davantage de problèmes ici. Il y a aussi des structures par exemple, des observatoires au niveau social, des observatoires au niveau éducatif. Là, récemment, au niveau national, a été créé l'Observatoire national de la réussite éducative. Et il y a également des centres de recherche. Il y a des dizaines et des dizaines de centres de recherche qui réfléchissent sur les questions éducatives, sur les questions de la langue, sur les questions didactiques. Ici, ce sont des mécanismes de création de connaissances dont nous ne disposons pas. Ça veut dire qu'on a des difficultés, mais derrière, on n'a pas ce qu'il faut pour trouver des solutions nouvelles. Et des fois, on réfléchit dans le vide, puisqu'il faut qu'on puisse, pour certains problèmes, réfléchir sur du savoir, le savoir du terrain, le savoir issu de la recherche, etc. Donc ce sont tout de même tous ces mécanismes qu'il faudrait avoir ici, plus des dispositifs de droit commun qui existent ailleurs, plus autre chose qui serait justifiée par le fait que nous sommes dans une situation tout de même exceptionnelle au sein de la République. Il n'y a qu'à observer tous les indicateurs économiques, les indicateurs de précarité, les indicateurs d'échec scolaire ou de résultats d'évaluation nationale, de bac, etc., pour se rendre compte que nous sommes dans une situation exceptionnelle et les moyens aussi doivent être exceptionnels. Et là, la question de la langue est tout à fait symptomatique de ce problème-là. C'est-à-dire qu'ici, on a des problématiques langagières extrêmement fortes qui ont des interférences sur les apprentissages et sur l'éducation. Et au même moment, les dispositifs qui existent et qui sont permis par la loi, qui sont motivés par une connaissance scientifique, ne sont pas mis en place ici. Alors, comment comprendre cette situation ? C'est pour ça aussi que beaucoup sont frustrés, arrêtent de réfléchir et pointent du doigt certains responsables. Et là, je ne parle pas uniquement des responsables de l'éducation, puisque nous avons aussi des autorités locales qui ont aussi la responsabilité des politiques éducatives ici à Mayotte. Bien sûr. Tout ça, c'est les premières années, Oulam. Chez un enfant, c'est les premières années. Qui sont importantes. C'est les premiers contacts avec la scolarité où là on devrait peut-être faire un rapprochement entre les langues, un rapprochement entre pas mal de choses. Je pense qu'il faut reculer un tout petit peu. Pas les premières années d'école, les premières années tout court. Puisque il ne faut pas qu'on oublie que le fœtus perçoit des choses de son environnement et arrive même à discriminer des sons. Tout à fait. Des sons d'une langue différente, le père, la mère, etc. Donc, il y a quand même un processus de câblage, de développement du cerveau qui commence tôt. Très tôt.
très tôt et même on connaît la question là des dimorphismes par exemple entre filles et garçons, des choses qui se différencient au moment du cerveau dès les premiers jours. Donc je pense qu'il faut réfléchir les choses dans ce sens au niveau développemental et au niveau tout au long de la vie, mais il y a des capacités qui évoluent à une vitesse différente effectivement selon les âges. Après la naissance, là, le processus essentiel qui se met en place dans le cerveau, c'est la question du développement synaptique et des contacts synaptiques. Au niveau neuronal, du nombre de neurones, c'est plus ou moins joué, mais c'est le câblage. Et ce câblage en question, c'est des relations, c'est le développement aussi modulaire qui se met en place, c'est-à-dire la spécialisation des fonctions dans le cerveau. Donc ça, ce qui va stimuler ce développement du réseau synaptique, bien sûr, c'est des stimulations, c'est de l'activité et c'est de l'interaction avec des adultes. Et ça se prolonge et ça prend une forme particulière lorsqu'on arrive sur de la scolarisation, parce que là, on touche à un type d'apprentissage qui est tout à fait particulier. Et c'est ce que Bernard Lahire, un sociologue qui travaille sur les questions éducatives et de l'écrit, appelle le rapport scolaire au langage, c'est-à-dire ce rapport distancié au langage où on recule un peu, on se demande comment fonctionne cette langue, alors qu'auparavant, on se contentait de l'apprendre en situation naturelle, c'est-à-dire l'entendre, imiter, répéter, acquérir les sons, essayer de les formuler, etc. Là, ce sont des rapports très particuliers à la langue qui doivent se mettre en place et c'est vrai qu'on ne doit pas manquer le coche. Et cette acquisition se fait avec le maître. Mais c'est ça qui est important, pas uniquement. Ça se fait avec le maître, ça se fait avec les parents. C'est une acquisition et un développement de compétences qui est communautaire. C'est pour ça aussi que nous avons essayé de développer le concept davantage ici de coéducation ou d'éducation partagée, parce que c'est par cette voie aussi qu'on assurera le développement des compétences et qu'on améliorera les acquisitions, en particulier sur cette question du langage et de l'écriture. Et voilà. On a tous entendu les exemples bien connus. Oui, mon enfant, petit Muzungu, il va dans l'école, l'instituteur, il parle qu'en mahorais avec les autres. Et puis vice-versa. Oh oui, mais l'institutrice est Muzungu, elle parle que français à nos enfants qui ont du mal avec le français. Est-ce que tout ça, ça a évolué ? Est-ce que les choses ont changé ? On n'a pas l'impression, là. On n'a pas l'impression qu'on a compris qu'il fallait qu'il y ait plus de mariage entre tout ça, plus de fusion, plus de mariage, oui. La fusion, elle doit être maîtrisée, c'est-à-dire que enseignant Mzungu ou pas Mzungu, ce n'est pas le problème, bien sûr. Voilà, ça le problème doit être ailleurs, c'est-à-dire se dire que voilà, il est important, bien sûr, que au niveau de ces apprentissages, à commencer par les apprentissages précoces, il y ait du temps d'apprentissage du français, mais qu'il y ait du temps aussi d'apprentissage et de structuration du shimaoré pour le jeune enfant. Et ces temps-là, comment est-ce qu'on les organise ? Qui doit les réaliser ? Qui doit enseigner à tel ou tel moment, Mzungu ou pas Mzungu, peu importe, c'est avant tout la fonction qui doit être assurée et au bon moment. La question du mariage, enfin, bon, là on parlera donc plutôt d'articulation des langues en relation avec les compétences qu'on voudrait développer dans le cadre, on peut revenir dans le cadre du socle commun de compétences et de connaissances, et maintenant avec la loi de 2013 on a ajouté et de culture, et ça c'est pertinent et intéressant pour nous, ça doit se faire. Et aujourd'hui il faut qu'on sorte des débats, parce que les débats ont déjà eu lieu, et qu'on aille dans la mise en œuvre des préconisations et des solutions qui sont déjà instituées partout ailleurs sauf à Mayotte. Et en 2015 c'est donc toujours pas fait à Mayotte? Non, en 2015, après tous les constats qu'on a fait partout, c'est tout à fait regrettable.
il y a des initiatives qui ont été prises à l'école, quelquefois des initiatives d'inspecteurs. Mais ce qui est le plus regrettable, c'est qu'il y a eu 2 recherches-actions ici. La dernière recherche-action s'est terminée, je pense, en 2011-2012. Et les conclusions sont très positives. Mais une fois la recherche-action terminée, puisque la recherche-action, c'était pour savoir comment faire et si ça allait avoir des bénéfices. Maintenant, on sait qu'il y a des bénéfices. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi n'a-t-on pas fait quelque chose dans la foulée, allant dans le sens de cette recherche-action ou bien en améliorant les pratiques le protocole qui était utilisé dans cette recherche-action? Surtout que d'un problème, on pourrait, soyons honnêtes, Oulam, en faire une richesse. C'est une richesse, effectivement. C'est que nous savons. Au lieu de démarrer à 6 ans avec une seule langue, il démarrait avec 2 langues. Avec 2 langues, même davantage, parce que c'est vrai que... Je ne sais pas le dire. Non, mais il faut le dire, le redire. C'est-à-dire effectivement que nous avons ici des leviers formidables et au lieu effectivement de les considérer comme des leviers, on les considère comme étant des ennemis de l'éducation, notamment la question de la famille. La famille, bien sûr, c'est l'allié de l'école, mais il faut arriver à valoriser la famille et les compétences de la famille pour ça. Bien sûr. Les langues également. Et les langues, ce qui est extraordinaire, c'est que nous nous trouvons quand même dans le canal du Mozambique, dans l'archipel des Comores. L'Afrique de l'Est, c'est à côté. Nous sommes dans l'ère Swahili, qui est une langue extraordinaire, véhiculaire. Et effectivement, ça aurait été tout à fait normal pour la République française de se dire, voilà, nous sommes dans l'ère Swahili, on en profite pour instituer un enseignement swahili sur ce territoire pour avoir une porte d'entrée aussi dans ces immenses territoires africains pour faciliter aussi les échanges par rapport à des questions de coopération culturelle, économique, scientifique. C'est quelque chose de tout à fait potentiellement extraordinaire. Mais une fois de plus, nous passons complètement à côté. Bien sûr, moi souvent je le dis, sans compter quand il y a quand même une langue dont on n'a pas parlé, c'est quand même aussi l'arabe qui est véhiculé aussi par la religion. Et ce qui fait que moi, quand je vois un jeune Mahorais, je me dis, mais ce gamin, il est bien, il a 3 langues. Bien sûr. Bien sûr, la question de l'arabe, c'est vrai que nous ne la traitons pas suffisamment et parce que certains ont l'impression que ce n'est pas une langue de Mayotte. Lorsque nous insistons sur le kibushi et le shimaoré, nous insistons sur ces 2-là parce que ce sont nos langues vernaculaires et parce que ce sont des langues en danger. Mais les autres langues de Mayotte, c'est aussi le français et l'arabe, même si l'usage de l'arabe s'inscrit dans un cadre particulier, mais ça fait aussi partie de nos langues. On aurait pu encore un avantage supplémentaire pour nos enfants. On pourrait même avoir des enfants extraordinaires qui maîtriseraient 3 langues si on savait bien les prendre. Oui, bien sûr. Et c'était aussi la question de l'arabe, c'était aussi une voie pour intéresser, impliquer davantage les parents et le tissu social, puisque cet arabe est implanté dans le village, au niveau de la famille, au niveau des écoles coraniques et des madras, et sur énormément de pratiques culturelles. Toutes les confréries utilisent l'arabe dans leurs pratiques culturelles, dans les danses, dans les chants, etc. Et à chaque fois qu'on se regroupe pour faire quelque chose, on a toujours des invocations en arabe pour prier Dieu. Et c'est tout à fait dommage qu'on n'exploite pas ce biais pour favoriser l'école, alors que effectivement, ce sont des alliés extraordinaires pour l'école, pour l'insertion et pour l'épanouissement de l'île dans la région. Et rien n'empêche de voir son avenir en direction du Golfe Persique, oui, bien sûr. On n'est pas obligé de le voir uniquement sur l'Occident, sur l'Europe, etc. etc. Donc tout ça aurait été une richesse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces grands qui veulent défendre la langue française en la protégeant de tout? Est-ce que la langue française pourrait pas s'enrichir aussi de ces autres langues? Si on avait une vraie... La langue française, moi personnellement, j'ai une pratique d'écriture et de lecture des 2 langues, du français et du shimaoré. J'écris en français, j'écris en shimaoré, je traduis du shimaoré
vers le français et inversement. Et en ayant cette pratique, bien sûr, je me rends compte des différences. Mais les différences, c'est la richesse. On a vu certains slameurs qui écrivent des textes tout à fait ordinaires parce qu'ils exploitent une métaphore qui vient de leur langue maternelle, ils transposent ça en français, ça donne des images, des métaphores et des comparaisons qui sont tout à fait extraordinaires. Donc sur le plan littéraire, il y a énormément à faire, mais aussi sur le plan de l'apprentissage du français lui-même. De quelle façon ? Jusqu'à maintenant, personne n'a pu faire une étude systématique sur la question des interférences linguistiques entre le shimaoré ou le kibushi et le français, et inversement. Alors que quand les enfants sont à l'école, ils sont en train d'apprendre, ils produisent des erreurs, et certaines des erreurs, on ne peut pas qualifier ça simplement d'erreur. En réalité, c'est une reproduction d'un schéma mental qui provient d'une langue, et on utilise ce schéma-là parce qu'on l'a acquis dans une langue, mais on ne l'a pas encore tout à fait acquis dans la deuxième langue. C'est ça le travail de structuration, c'est-à-dire faire prendre conscience à l'apprenant de la structure et du fonctionnement de sa langue première pour qu'au moment d'apprendre la deuxième langue, au moment où on entre dans la grammaire, dans l'apprentissage systématique du fonctionnement, qu'on puisse établir les liens entre les deux. Donc c'est un travail à faire et qui serait bénéfique aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève lui-même. Est-ce que la langue mahoraise est en danger, Oulam ? Oui, la langue mahoraise est en danger, et le danger vient à la fois des influences, des changements rapides et du fait que sa standardisation n'est pas encore tout à fait effective, établie, complète. Dans ce sens-là, le shimaoré est une langue en danger. En plus, étant donné que la sauvegarde n'est pas encore tout à fait réalisée, en partie seulement, ça veut dire que cette langue est véhiculée par l'oral, donc par les gens, et les gens partent, ils meurent. Tous les gens qui sont porteurs d'un savoir oral, ce sont des bibliothèques d'Ampateba, c'est-à-dire que une fois qu'elles sont parties pour de bon, avec leurs connaissances. Et c'est la langue, c'est aussi la culture. La langue parle de la culture, et la culture est portée par la langue. Donc, tout ce qui concerne la culture, c'est-à-dire à la fois des métiers traditionnels, des pratiques culturelles et artistiques, l'agriculture, le métier de forgeron, toutes les pratiques autour des fleurs, et ainsi de suite, ce sont des pratiques aussi qui disparaissent avec les gens qui les possèdent, et quand ces gens disparaissent, on perd toute la terminologie qui va avec, et toute la technologie et toute la pratique qu'il y a derrière. En ce sens, le shimaoré est une langue en danger, mais c'est une langue aujourd'hui qui a plus de force que le kibushi, pour dire que le kibushi est encore plus en danger que le shimaoré parce qu'il subit plus d'influence, et son état de standardisation, de normalisation est encore moins avancé que le shimaoré. Et en plus, au niveau des représentations, là en ce moment, le kibushi, les kibushiphones eux-mêmes ne sont pas encore tout à fait arrivés au point où ils vont dire voilà, je transmets ma langue, je vais essayer, si je ne la connais pas assez, de l'apprendre, et j'essaye de participer à des actions de sauvegarde de ma propre langue. Et j'espère que tu reviendras pour qu'on puisse continuer, parce que moi j'ai vraiment envie qu'on en parle. Tant que ça peut être utile, je pense. Mais tout à fait. En tout cas, elle a dit Oulam. Merci Oulam. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans tout juste une semaine pour un autre Studio 101 avec un autre invité et une autre vie mahoraise. C'est garanti, on vous embrasse.